Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Martin Luther King est à Memphis, dans le Tennessee depuis quelques jours, pour soutenir les éboueurs noirs en grève. Des hommes payés une misère et traités comme des citoyens de seconde zone. La grève a été déclenchée après la mort accidentelle de 2 travailleurs, broyés dans une benne à ordures. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Ce 3 avril 1968, Martin Luther King prononce son dernier discours au Mason Temple, devant une foule de 20 000 personnes. Et voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix. Le pasteur le sait, il n'en a plus pour longtemps. Épuisé, Martin Luther King rejoint la chambre de son hôtel. Enfin, plus exactement, la chambre 306 du Lorraine Motel. Il y séjourne avec son ami Ralph Abernathy, également pasteur engagé dans le mouvement des droits civiques. Jeudi 4 avril, Martin Luther King et ses proches doivent préparer la manifestation de la semaine prochaine. Ils ont eu une bonne nouvelle dans l'après-midi. Le défilé a été autorisé. Vers 17h30, toujours au Lorraine Motel, Martin Luther King et son entourage se préparent pour aller dîner chez leur ami, le révérend Samuel Billy Kyles. À 18h01, King sort sur le balcon de son hôtel pour prendre l'air. Un coup de feu retentit. Le pasteur est touché d'une balle en pleine gorge. Comme il l'avait prédit après l'assassinat de Kennedy, il ne passera pas son 40e anniversaire. La mort du pasteur déclenche une vague d'émeutes. Les Noirs américains descendent dans les rues de plus de 125 villes. Sa mort sonne la fin de 13 ans de lutte pour les droits civiques, 13 ans de désobéissance civile, un combat non violent. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi a-t-on voulu tuer un homme qui ne prêchait qu'amour et justice ? Ich bin ein Berliner. Le Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, a remporté la plus belle victoire. Lee Oswald has been shot. Mr. Mustafa passed away. Scène de crime. L'assassinat est politique. Martin Luther King naît en 1929 à Atlanta. Fils d'un pasteur, il fait partie d'une classe sociale relativement aisée. Mais la vie n'est pas douce pour autant. Dans le sud du pays, la ségrégation raciale est de rigueur. Elle est imposée par les lois Jim Crow. Bref, dès son enfance, Martin Luther King est confronté à l'injustice. À 6 ans, il perd son meilleur ami blanc, interdit de jouer avec lui par ses parents. Cette douleur alimente une quête, celle de la justice. Alain Foy, écrivain et philosophe, auteur d'une biographie de Martin Luther King parue en 2012 chez Folio. Il désirait au départ s'échapper en fait, du Sud pour apporter à ses enfants un autre monde qui était un monde plus libre, notamment dans le Nord. Au départ, il ne cherchait même pas à être vraiment pasteur. Même s'il avait professé dans le temple de son père dès l'âge de 17 ans, il était docteur en philosophie, docteur en théologie aussi. Et il cherchait un poste de professeur dans une grande université. On était prêt à lui proposer ça. On lui avait d'ailleurs proposé. Il se réveille sociologue ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, non, c'est sa femme qui a dit non. Finalement, il faut rester là où on est pour combattre. Avec sa femme Coretta Scott Smith, il s'installe donc à Montgomery dans l'Alabama, où le jeune Martin Luther King, qui n'a encore que 24 ans, occupe une chaire de pasteur. Il s'y fait remarquer pour ses qualités d'orateur. Dans ses sermons vibrants,
Il appelle les fidèles à s'ouvrir à la société et à comprendre les problèmes socio-économiques qui la traversent. Et surtout, il les invite à combattre les injustices sans utiliser la violence. Il aurait pu poursuivre longtemps cette modeste vie paroissiale si un événement ne l'avait pas propulsé comme leader de la lutte contre la ségrégation. Nous sommes en 1955 et une jeune femme de Montgomery, Rosa Parks, est arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans le bus. Un grand mouvement de protestation s'organise et recherche une figure suffisamment charismatique pour mener le mouvement. Les regards se tournent naturellement vers ce jeune pasteur baptiste qui sait trouver les mots pour parler des injustices subies et de la lutte à mener. Martin Luther King prend la tête du mouvement et organise le boycott des bus de la ville. Il applique la stratégie qu'il prônait dans ses sermons, celle de l'action non violente, pour venir à bout d'une politique profondément injuste. Et ça marche. Quelques mois après le début du boycott, en décembre 1956, la Cour suprême des États-Unis interdit la ségrégation dans les bus, déclarant cette discrimination inconstitutionnelle. Cette victoire, bien que significative, n'est qu'un début dans la lutte contre la ségrégation encore généralisée dans de nombreux États. Et avec cette lutte, c'est aussi la figure de Martin Luther King qui est mise sur le devant de la scène. Son action culmine en août 1963 avec une marche sur Washington qui rassemble plus de 200 000 personnes devant le Lincoln Memorial. C'est ce jour-là qu'il prononce son fameux I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. L'Amérique et le monde entier découvraient alors une personnalité charismatique, capable de mobiliser les foules pour un idéal. Mais quel était cet idéal ? Comment caractériser les idées de Martin Luther King, sa vision du monde et sa philosophie ? Alain Foy. Martin Luther King est docteur en philosophie, donc il a beaucoup étudié des grands philosophes comme Hegel, Kant, Fichte, etc. Mais également, il a étudié Marx, ce qui a eu une incidence chez lui, et puis Thoreau, David Thoreau, qui est un philosophe du 19e siècle, fin 19e siècle, et qui lui a inspiré pas mal de choses, notamment la question insoumission civique qui l'a amené à penser notamment le fait qu'une loi injuste doit être combattue comme loi. Et évidemment, il a eu d'autres grands inspirateurs comme Gandhi, mais Gandhi lui-même a été inspiré par Thoreau. Mais Martin Luther King ne se contente pas de lire les philosophes. Il veut agir ici et maintenant. Et il a une vision concrète de la manière de mener son combat. Sa première conviction est que la résistance la plus efficace est celle qui n'utilise pas la violence. Il s'emploie donc à utiliser tous les leviers restants à sa disposition pour rétablir la justice. On pense que Martin Luther King est un doux rêveur. Ah non, Martin Luther King n'était pas un doux rêveur, c'était au contraire quelqu'un de politique, quelqu'un de pragmatique. Il a aussi réussi à combattre et à vaincre ses adversaires, mais en utilisant aussi la loi, le droit, mais en même temps en utilisant les moyens économiques et sociaux. Et donc, c'est quelqu'un qui est un véritable stratège, qui a su qu'il fallait d'abord et avant tout attaquer sur la bourse, l'argent, les moyens financiers. Donc, les boycotts ont été très importants à ce moment-là. Mais également, ce n'était pas suffisant s'il n'y avait pas effectivement la lutte dans les tribunaux pour le droit et la loi. Mais ce n'était toujours pas suffisant non plus s'il n'utilisait pas la communication, la télévision, la radio. Martin Luther King est l'une des premières icônes de la télévision, ce nouveau média qui s'installe petit à petit dans les foyers américains. Télévision et radio sont de formidables chambres d'écho pour ses nombreuses actions, celles menées dans les tribunaux ou dans la rue. Son recours à la désobéissance civile le conduit à être arrêté par la police plus de 20 fois pour des participations à des actions pacifiques. À l'occasion de l'un de ces emprisonnements, le jeune pasteur reçoit le soutien politique du président lui-même, John Fitzgerald Kennedy. Même si King, lecteur de Marx, se positionne plus à gauche que lui, il comprend à cette époque que Kennedy et le camp démocrate sont les meilleurs alliés pour sa cause. Et de fait, son action porte ses fruits. Elle conduit Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy à la Maison-Blanche,
a signé le Civil Rights Act le 3 juillet 1964. Cette loi déclare illégale toute forme de discrimination et promeut l'emploi des minorités ethniques. C'est la fin de la ségrégation comme pratique officielle. Dans la foulée, Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix. Ces victoires éclatantes ne manquent pourtant pas de faire grincer des dents. Les tensions avec les partisans, comme avec les ennemis de la lutte pour les droits civiques, permettent de comprendre le climat étouffant dans lequel a eu lieu son assassinat. Dans le camp de la lutte pour les droits civiques, des divergences apparaissent avec une branche plus radicale, celle des Black Power, mettant en cause la stratégie non violente de Martin Luther King. Cette critique interne de la méthode du pasteur, jugée trop douce et idéaliste, est menée par Malcolm X et par les Black Muslims. Cette opposition est néanmoins à nuancer selon Alain Foy, qui parle à propos de Malcolm X d'une sorte de complémentarité. Il va dire à un certain moment, si vous n'écoutez pas les paroles du bon révérend King, vous devrez entendre parler mon revolver. Ça veut dire, Malcolm X explique le fait qu'il y a une possibilité, d'une part, d'entendre ce que dit le révérend King, mais si ces paroles de paix, vous ne les entendez pas, ben vous aurez la guerre. C'était une espèce de duo, comme je dis. C'était comme le bon flic et le méchant flic. En fait, c'est surtout au camp d'en face que Martin Luther King déplaît profondément. Depuis quelque temps, le combat du pasteur s'est transformé. Il a compris que pour répondre aux problèmes des Afro-Américains, il fallait s'attaquer au contexte social et économique global. Son discours s'est progressivement élargi sur les questions économico-politiques et il prend des positions qui nuisent à sa popularité. Il s'oppose par exemple à la guerre du Vietnam en 1967. En 1968, quelque temps avant son assassinat, il était en train d'organiser une nouvelle marche sur Washington, qui devait cette fois être la marche des pauvres gens, et rassembler des milliers de démunis, noirs comme blancs. Aux yeux de certains, cela fait de lui un communiste. C'est l'avis de John Edgar Hoover, patron du FBI, qui voit en King un ennemi de la nation. Edgar Hoover était un raciste notoire. Il ne supportait pas Martin Luther King. Il pensait que Martin Luther King allait mettre le trouble dans la nation. Et il a tout essayé pour empêcher Martin Luther King d'exister, de vivre correctement. Il le pistait, il le mettait sous écoute en permanence. Et d'ailleurs, lorsque Martin Luther King a été appelé en Suède pour recevoir son prix Nobel, l'avant-veille, il a envoyé une lettre et un mot accompagné d'une cassette à la femme de Martin Luther King. Dans cette cassette, il y avait les ébats de Martin Luther King avec une maîtresse. Parce que Martin Luther King avait aussi ses défauts. Voilà. Eh bien, il pensait par là empêcher Martin Luther King d'aller en Suède recueillir son prix Nobel. C'était sans compter sans la force de caractère de Madame Scott King, qui l'a accusé le coup, évidemment, mais qui a pensé que le combat de son mari valait bien mieux que cette histoire. C'est dans ce contexte étouffant que Martin Luther King se rend à Memphis en 1968. Il sait que le patron du FBI cherche à l'anéantir, à l'éliminer de la scène politique. Il sait également que son opposition à la guerre du Vietnam ne fait pas l'unanimité, même dans son propre camp. Et il sait enfin que son soutien à des causes sociales fait progressivement de lui un ennemi public. D'autant qu'il est justement à Memphis pour soutenir les démunis, ici en l'occurrence les éboueurs de la ville. La veille de son assassinat, le 3 avril, il prononce son fameux discours prophétique, montrant qu'il n'ignore pas que sa vie est sérieusement en danger. Je n'irai peut-être pas là-bas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, comme peuple, atteindrons la terre promise. Pourtant, le lendemain, l'ambiance est plutôt joyeuse. En effet, le 4 avril, la bonne humeur règne après l'autorisation reçue du juge pour le défilé prévu le 5 avril. Martin Luther King et ses amis logent au Lorraine Motel de Memphis. Mais à 18h01, alors qu'il se trouve sur le balcon, il est assassiné par balle. Le tir provient d'une carabine Remington Model 760 30-06 Springfield. La balle, qui le touche à la gorge, emporte la moitié de son visage. Alerté par le coup de feu, ses amis se précipitent sur le balcon, mais le retrouvent baignant dans une mare de sang. Sa mort est officiellement prononcée à 19h05 à l'hôpital Saint-Joseph, où il avait été transporté.
L'autopsie après sa mort a révélé que son cœur, à seulement 39 ans, était celui d'un homme de 60 ans. Selon le médecin légiste, cela montrait physiquement l'effet du stress et de la fatigue dans son long combat pour les droits civiques. Deux mois après le meurtre, un suprémaciste blanc évadé de prison, James Earl Ray, est arrêté au Royaume-Uni. Extradé puis jugé aux États-Unis le 10 mars 1969, il plaide coupable de l'assassinat de Martin Luther King. C'est lui qui a abattu le pasteur sur son balcon du Lorraine Motel. Fin du mystère? Loin de là, car la culpabilité de James Earl Ray est très vite mise en cause. D'abord par le prisonnier lui-même, qui, 3 jours après avoir plaidé coupable, se rétracte et dénonce une conspiration. La femme et le fils de Martin Luther King sont également convaincus de son innocence et se battent de longues années pour lui obtenir un nouveau jugement. Dans les années 90, un certain Lloyd Jowers, propriétaire du restaurant faisant face au Lorraine Motel, vient confirmer leurs soupçons. Il déclare à la télévision avoir reçu 100 000 $ pour organiser cet assassinat, dans le cadre d'une conspiration de diverses agences gouvernementales avec la mafia. La famille du pasteur King le poursuit au civil et gagne leur procès. Le jury reconnaît que Lloyd Jowers était impliqué dans un complot visant à éliminer Martin Luther King, avec la complicité de plusieurs agences fédérales. Depuis ce procès de 1999, il y a donc 2 thèses qui s'affrontent. D'un côté, il y a celui qui reste le coupable officiel, James Earl Ray, qui clame son innocence en prison jusqu'à sa mort en 1998. Et de l'autre, il y a la thèse du complot mafieux, avec une complicité gouvernementale que semble confirmer le procès au civil de Lloyd Jowers. Il y a d'abord l'incohérence de la thèse officielle selon laquelle le tir venait d'une fenêtre à guillotine en face du balcon. Une théorie contredite par plusieurs éléments selon Alain Foy. Moi, je suis allé sur le terrain, je suis allé voir comment ça s'est passé au Lorraine Motel. Eh bien, c'est clair que c'était pas possible que la balle vienne de cette fenêtre à guillotine. On voit une photo où les amis de Martin Luther King, sur le balcon où il était assassiné à l'instant même, montrent un endroit. C'est pas la fenêtre à guillotine. Et il y a une fumée qui sort des buissons d'en bas, en dessous de l'immeuble où il y a cette fenêtre à guillotine. Personne ne va vers ça. Et tout le monde va à l'opposé. L'FBI, la police militaire vont à l'opposé. Et alors, curieusement encore, le lendemain, le maire de Memphis fait nettoyer ces buissons-là. Plus aucun indice. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont vu cette fumée sortir au moment de la détonation du buisson. Voilà, ils l'ont vu. Et curieusement, pourquoi la police s'est dirigée à un autre endroit que celui qu'on lui indiquait? Ils ont été vers la fenêtre à guillotine. Parce que c'est là qu'ils étaient censés attraper le tireur. L'intervention du FBI se fait si rapidement après les coups de feu que c'en est suspect, et les agents ignorent allègrement la provenance des tirs, évidente pour tout le monde. Ces buissons d'où s'élève un nuage de fumée. De plus, des éléments troublants viennent contredire la thèse établie de la culpabilité de James Earl Ray. James Earl Ray lui-même n'était pas là à ce moment-là, parce que sa voiture avait crevé, et il se trouvait de l'autre côté de Memphis, dans un garage en train de réparer. Et curieusement d'ailleurs, James Earl Ray s'est retrouvé en fuite à Londres. Il était attrapé 2 mois plus tard à l'aéroport d'Heathrow, détenteur de plusieurs passeports qui lui avaient été fournis par l'FBI. James Earl Ray n'a jamais été innocenté par la justice. On peut donc considérer que l'assassinat de Martin Luther King n'a pas encore été officiellement élucidé, même si de nombreux indices et un procès au civil contre Lloyd Jowers pointent vers l'hypothèse d'une conspiration. Quelle que soit la véritable origine de son assassinat, ce qui est certain, c'est que Martin Luther King est mort des idées qu'il défendait. Sa lutte pour les droits civiques, pour la dignité des plus démunis et contre une guerre du Vietnam qu'il jugeait injuste. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, se réclament de son héritage. Barack Obama a revendiqué son influence et sa mort est commémorée chaque 15 janvier aux États-Unis par le Martin Luther King Jr. Day. Le récit de son assassinat nous rappelle que derrière l'icône, il y avait un individu complexe, doté d'une pensée politique cohérente et plus radicale qu'il n'y paraît.
Une vision du monde assez dérangeante, en tout cas dans l'Amérique de 1968, pour le conduire à une mort tragique à seulement 39 ans.